Tony Beats venait de dépenser une fortune pour un tout nouveau camion de rock, s'attendant à ce qu'il devienne un autre cheval de bataille dans une saison déjà débordante d'élan. Au lieu de cela, en quelques instants, cette énorme machine s'est renversée sur le sol gelé, avec un homme coincé à l'intérieur de la cabine, incapable de grimper par une fenêtre beaucoup trop petite pour s'échapper. Chaque seconde semblait plus longue que la précédente, à mesure que le camion s'inclinait davantage, que le poids se déplaçait de manière imprévisible, et que tous ceux qui se trouvaient à proximité se rendaient compte qu'ils assistaient à une situation qui pourrait devenir fatale, avant que quiconque ait le temps de l'arrêter. La scène a figé toute l'équipe sur place. Ils pouvaient déjà imaginer les conséquences avant même que cela ne se produise. Un camion détruit fraîchement sorti du parking du concessionnaire, un conducteur potentiellement blessé et Tony Beats faisant irruption sur les lieux avec le genre de fureur devenu légendaire à travers le Klondike. Tous les mineurs se préparaient à une explosion de colère comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. Pourtant, lorsque Tony est finalement arrivé, ce qu'il a choisi de faire a laissé même les membres de son équipage, les plus expérimentés, complètement sans voix, car c'était la dernière réaction que l'on attendait de sa part. Quelques semaines plus tôt, l'ambiance au sein de l'exploitation de Beats était complètement différente. Il n'y a eu aucun sauvetage d'urgence, aucun équipement renversé et aucun désastre ne pèse sur le camp. Au lieu de cela, tout semblait se mettre parfaitement en place, alors qu'une autre saison minière au Yukon commençait avec des promesses extraordinaires. C'était exactement le genre de début dont rêvent tous les mineurs, mais dont très peu d'entre eux ont jamais fait l'expérience. « Hey, comment se passe ta chasse au sol ?» Quelqu'un a demandé à Tony pendant ses premières semaines optimistes. « Pas génial. »« Non, c'est difficile. Tout ce qui est bon est soit déjà bloqué, soit il a été exploité. » Même si les terrains de qualité devenaient de plus en plus difficiles à sécuriser chaque année, Tony comprenait quelque chose que de nombreux mineurs ne comprenaient pas. Lorsque l'opportunité s'est finalement présentée, il a fallu déménager avant que quelqu'un d'autre ne la réclame. Malgré la pénurie croissante de terres productives, la famille Beats a fait son apparition. Les nettoyages d'or ont commencé à s'accumuler les uns après les autres presque immédiatement. Et avant même que de nombreuses équipes à travers le Yukon aient fini d'installer leurs usines de lavage, Tony avait déjà des millions de dollars d'or en sécurité en banque. Les chiffres grimpaient si rapidement que même les vétérans autour du camp avaient du mal à croire à quel point la saison était devenue forte avant que l'été ne s'installe correctement. « Je pense que le prix de l'or est incroyable en ce moment », remarqua Tony avec la confiance tranquille de quelqu'un qui reconnaissait exactement ce qui se passait autour de lui. Il est maintenant temps de s'enthousiasmer. J'ai l'intention d'en faire ma plus grande saison de tous les temps. Il est temps de gagner de l'argent réel. Ce n'étaient pas des mots vides de sens destinés à inspirer l'équipage. Ils reflétaient les calculs d'un mineur qui avait compris que chaque once supplémentaire récupérée, alors que les prix montaient en flèche, avait plus de valeur que presque toutes les saisons précédentes de sa carrière. De tels départs sont incroyablement rares au Klondike. Le Yukon n'offre qu'une fenêtre étroite chaque année avant que l'hiver ne ferme la porte, gelant l'équipement enfermant la terre sous le sol solide et forçant toutes les opérations à s'arrêter, qu'elles soient prêtes ou non. Avancer tôt ne rend pas simplement la vie plus facile plus tard. Cela change tout le rythme d'une saison minière, permettant aux équipes de courir après les opportunités au lieu d'essayer désespérément de rattraper leur retard avant que le gel ne remporte la course. Chaque once en sécurité dans la salle de l'or pendant ces premiers mois était une once que Tony n'aurait jamais à courir à travers des températures glaciales en octobre. Chaque nettoyage réussi donne une précieuse marge de manœuvre contre les pannes d'équipement, les tempêtes inattendues et les innombrables problèmes qui surviennent toujours avant la fin de la saison. 1,5 million de dollars en or aussitôt n'était pas simplement une statistique impressionnante. C'était la preuve que le potentiel d'une année record était bien réel. Pourtant, le succès a sa propre pression. Une fois qu'un mineur commence à stocker de l'or à ce rythme, chaque décision devient plus importante, car il y a soudainement beaucoup plus à perdre. Les attentes augmentent parallèlement à la production et même des revers mineurs commencent à avoir des conséquences bien plus lourdes. Un bon départ crée des opportunités, mais il crée également une énorme responsabilité de protéger tout ce qui a déjà été gagné. Le simple fait que Tony ne gérait pas une seule opération minière compliquait encore davantage les choses.
Ils géraient deux mondes complètement distincts, chacun exigeant une attention constante de la part du même homme. Une exploitation se trouvait à Indian River, où un sol riche produisait des résultats encourageants presque immédiatement après la mise en service des usines de lavage. L'autre était Paradise Hill, la concession légendaire qui avait bâti à la fois la fortune de la famille Beats et la réputation de Tony au cours de plus de 3 décennies d'exploitation minière incessante. Paradise Hill n'a jamais été une simple revendication sur une carte. Il représentait le fondement de tout ce que Tony Beats avait bâti depuis son arrivée au Yukon en tant qu'immigrant néerlandais, avec à peine plus que de la détermination et une volonté de surpasser tous ceux qui l'entouraient. Chaque succès majeur, chaque revers, chaque leçon apprise au cours de décennies de saisons minières brutales semblait en quelque sorte liée à ce terrain. La colline portait l'histoire, la fierté et l'héritage familial tous enfouis sous les mêmes couches de gravier et d'or. Le problème était la géographie. 40 000 séparaient Paradise Hill d'Indian River, et 40 000 auraient tout aussi bien pu constituer un autre pays pendant une saison minière chargée. Peu importe à quel point Tony était expérimenté ou travailleur, il ne pouvait pas physiquement se tenir à l'intérieur de 2 coupures en même temps. Chaque heure passée à résoudre des problèmes sur une concession signifiait 1 heure supplémentaire loin de l'autre, et les 2 opérations produisaient suffisamment d'or pour mériter toute son attention. Cette réalité a forcé Tony à prendre l'une des décisions les plus difficiles qu'un directeur de mine puisse prendre. Il a dû laisser une opération entre les mains de quelqu'un d'autre et simplement espérer qu'elle continuerait à fonctionner sans lui. La confiance coûte cher dans le secteur minier car les erreurs coûtent bien plus que l'argent. Une mauvaise décision, un problème de maintenance négligé ou une panne mal programmée peuvent effacer des semaines de progrès durement gagnés presque du jour au lendemain. La personne choisie par Tony n'était pas un surintendant expérimenté embauché dans une autre mine prospère. Il n'a pas confié Paradise Hill à un expert extérieur possédant des décennies de leadership éprouvé. Au lieu de cela, il a confié la revendication la plus importante de la famille à son propre fils Mike Beats, plaçant ainsi l'avenir de Paradise Hill sur ses épaules. C'était à la fois une opportunité incroyable et un fardeau presque écrasant. Mike avait déjà commencé à gravir la colline avec une confiance croissante. Il prenait des décisions de manière indépendante, supervisait les équipes et relevait les défis quotidiens comme si la revendication lui appartenait déjà. Tony remarqua chacun de ces changements. Tony le remarque toujours. Derrière ces observations discrètes se cachait quelque chose de plus profond qu'une simple gestion. Il y avait une véritable fierté à voir son fils grandir dans ce rôle, même s'il exprimait rarement ses sentiments ouvertement. En même temps, Tony a précisé une chose sans équivoque. Paradise Hill était toujours sa revendication. Mike pouvait gérer les opérations quotidiennes, superviser les employés et prendre d'innombrables décisions importantes, mais la propriété restait fermement entre les mains de Tony. Chaque seau de terreau, chaque once d'or récupérée et chaque décision importante reposait toujours sous le nom d'un autre homme. Mike voulait plus que des responsabilités. Il voulait la propriété. Il voulait une véritable part de l'exploitation familiale, une concession portant son propre nom au lieu de simplement gérer celui de quelqu'un d'autre. Après des années de travail acharné aux côtés de son père, il pensait avoir mérité la chance de construire quelque chose qui lui appartenait vraiment. Le vouloir cependant n'était pas suffisant pour Tony Beats. « Si je pouvais, j'aurais tout réglé il y a 2 mois », a admis Mike au cours d'une partie de la saison particulièrement frustrante. Mais papa m'oblige à m'occuper de 100 autres choses. Tony voyait ses plaintes différemment. Pour lui, Mike avait récemment fait un pas en avant et 2 pas en arrière, non pas parce qu'il manquait de capacité, mais parce que l'exploitation minière récompense une exécution cohérente plutôt que de bonnes intentions. La réponse de Tony fut aussi froide et directe qu'une nuit au Yukon après le premier gel. Faites fonctionner Paradise Hill correctement. Continuez à produire de manière cohérente. Prouvez que vous pouvez gérer tous les problèmes sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour vous secourir. Une fois que vous aurez démontré ce niveau de fiabilité, nous parlerons alors de propriété, pas avant. Ces mots ont transformé toute la saison pour Mike. L'or lui-même était presque secondaire. Chaque nettoyage, chaque décision de maintenance, chaque réunion d'équipe et chaque objectif de production faisait partie d'une audition de plusieurs mois jugée par l'évaluateur le plus dur qu'il ait jamais eu à affronter son propre père. Tony n'a pas cédé la propriété parce que quelqu'un l'avait demandé poliment.
Il ne l'a décerné qu'après avoir vu des preuves indéniables à l'intérieur de la salle d'or. Cela signifiait que chaque matin, Mike montait dans une machine qui supportait une pression que la plupart des opérateurs ne subissent jamais. Il n'essayait pas simplement de récupérer davantage d'onces. Il essayait de convaincre l'homme qui a bâti l'empire betterave qu'il méritait d'en hériter une partie. Le succès signifiait bien plus que de plus gros salaires. Un échec pourrait reporter ce rêve de plusieurs années. Il n'y avait nulle part où se cacher de telles attentes. Chaque nettoyage hebdomadaire est devenu un autre bulletin de notes. Chaque panne mécanique représentait un temps précieux qui disparaissait d'une saison qui n'offrait aucune prolongation. Chaque revers de production n'était pas seulement décevant. C'est devenu un autre élément de preuve que Tony évaluerait tranquillement avant de décider si Mike était vraiment prêt à assumer de plus grandes responsabilités. Lorsque Paradise Hill produisit de l'or fort, Tony le remarqua. Lorsque la production ralentissait ou que l'équipement tombait en panne. Tony le remarquait également. Même à 40 000 de là, à Indian River, il suivait attentivement le déroulement exact de l'opération. Les chiffres affichés sur la balance lui en disaient bien plus que les conversations ne pourraient jamais le faire. L'or avait toujours été la seule langue qui comptait vraiment dans son monde. Mike avait passé presque toute sa vie à grandir autour de Paradise Hill. Il connaissait mieux que quiconque ses routes, ses coupes, ses lavoirs et ses défis cachés. Désormais, tout ce qu'il avait appris était mis à l'épreuve au cours d'un court été au Yukon. Avant que l'hiver n'enfouisse à nouveau le sol sous la glace, il a eu l'occasion de prouver qu'il avait sa place non seulement en tant qu'employé ou contremaître, mais aussi en tant que propriétaire. Il n'y aurait pas de seconde tentative si la saison s'éternisait. Le Yukon n'offre jamais de possibilité de rediffusion. Une fois le gel arrivé, tous les objectifs inachevés sont restés enterrés jusqu'à une autre année en supposant qu'une autre opportunité se présente. Mike a compris que chaque jour qui passait rapprochait son avenir un peu plus de la reconnaissance ou de la déception. Contrairement à la saison précédente, aucun filet de sécurité ne l'attendrait sous lui. L'année dernière, Tony voyageait constamment entre Paradise Hill et Indian River, toujours suffisamment prêt pour intervenir dès qu'un problème grave survenait. Mike pouvait faire des erreurs en sachant que son père n'était pas loin. Cette année était intentionnellement différente parce que Tony voulait voir comment son fils assumait ses véritables responsabilités lorsque personne ne se précipitait pour l'aider. Tony expliqua la situation avec la simplicité qui le caractérise. Indian River exigeait toute son attention et d'énormes quantités d'or attendaient encore sous terre. Paradise Hill devrait être autonome. Mike devrait résoudre des problèmes de manière indépendante, prendre des décisions difficiles sans conseil constant et accepter les conséquences qui en découleraient. Le filet de sécurité avait disparu, et le père et le fils savaient exactement pourquoi. Il y a un moment de calme entre Tony et Mike au cours de ces conversations qui révèle tout sur le fonctionnement de la famille Bitts. L'affection existe, mais elle est rarement exprimée à voix haute. Le respect doit être gagné plutôt que demandé, et la confiance se construit au fil du nettoyage d'une décision et d'une saison réussie à la fois. Bien avant que ce tout nouveau camion à pierres ne se renverse dans le sol gelé, la véritable histoire de la famille Bitts était déjà devenue bien plus grande que l'or. C'était devenu un test d'héritage, de responsabilité, et de question de savoir si la prochaine génération pouvait réellement perpétuer tout ce que Tony Bitts avait passé sa vie à construire. Tony a dit à Mike qu'il ne pouvait pas s'asseoir comme Mike le fait qu'il avait un vrai travail à faire. Mike a répondu directement que si Tony faisait son propre travail un peu mieux, il aurait plus de temps pour s'asseoir. Entre deux hommes qui n'étaient pas du sang, c'est le genre d'échange qui met fin à une relation de travail. Entre ces deux-là, ça s'est terminé avec Tony disant qu'il partait, et Mike l'appelant à plus tard « Papa, je t'aime ». Et Tony, à mi-chemin de la porte, lui a répondu tout de suite « Je t'aime aussi ». Puis il est parti à Indian River, et Led l'a accompagné. Mike l'a dit clairement, son objectif était de bien faire son travail et d'obtenir les résultats souhaités par son père. Et cela signifiait extraire chaque once d'or possible de cette colline sans personne sur qui s'appuyer à part lui-même. Il n'avait tout simplement aucun moyen de savoir que la saison allait mettre à l'épreuve l'ensemble de l'opération d'une manière qu'aucun d'entre eux n'avait prévue. Et cela allait commencer avec la machine la plus récente et la plus chère de tout le parc. Le camion passe. Son nom était Graham, et c'était lui qui était assis sur le siège lorsque les choses ont commencé à mal tourner. Graham travaillait sur le camion de roche, et au début tout cela était presque drôle. Quelqu'un s'est enregistré par radio, avait-il toujours toutes ses fenêtres? Ouais, il avait toujours toutes ses fenêtres. L'échappement,
et les durites étaient également froids. Les plaisanteries ont duré jusqu'à ce que le capot commence à tomber. D'abord lentement, puis plus et encore plus. Toute l'avant de cette machine s'enfonçait dans le sol mou et givré. Pendant que Graham était assis là sentant la cabine penchée dans une direction dans laquelle un camion n'est jamais censé s'incliner. Imaginez-vous être l'homme dans ce taxi de l'acier lourd s'inclinant sous vous, le sol se transformant lentement en mur. Et la seule chose que vous pouvez faire à ce sujet, c'est de parler à la radio et d'empêcher votre voix de se briser. Graham a gardé le niveau. Il a dit que cela devenait un peu angoissant, ce qui est exactement le genre de choses qu'un homme dit quand c'est bien plus qu'un peu. Tout ce qu'il a demandé, c'est qu'il le retire avant que la chose ne se retourne complètement. Il pouvait le sentir descendre de plus en plus sous lui, et il savait dans quelle direction cela se dirigeait. Puis vint la partie que personne dans l'équipe ne voulait dire à voix haute. Il ne pouvait pas sortir. L'ouverture de la fenêtre était trop petite, et Graham était trop grand pour y passer. Quelqu'un à l'extérieur a quand même vérifié, et la réponse n'a pas changé. Même doublée de taille, cette fenêtre ne le laisserait pas passer. Alors maintenant le camion basculait, l'horloge tournait, et sa seule et unique sortie était un écart. Physiquement, il ne pouvait pas faire passer son corps. Mike a reçu l'appel et est venu trouver la situation exactement aussi mauvaise que cela avait l'air à la radio. Graham était toujours dans la cabine, le camion roulait toujours. Il n'y avait pas de manière propre de faire tout cela, alors ils l'ont fait de la manière sale, parce que la seule façon qui restait était la sale. Envoyez un coup de pied par la fenêtre, remettez Graham sur ses pieds, debout sur le volant, passez sa tête à travers l'espace, faites tomber la vitre du cadre, pour que ses yeux, ses oreilles et le reste de lui sortent sans être coupés en rubans en chemin. Ensuite attrapez tout ce qu'ils peuvent atteindre et sortez-le. Cela a fonctionné, la fenêtre est sortie, Graham est sorti, personne n'a été blessé. Et un camion de roche tout neuf gisait sur le côté dans le gel, l'aile et la rampe et le capot tout plié fraîchement sorti du parking et déjà une épave. Ce qui a laissé Graham debout sur des bases solides avec un problème bien pire qu'un camion en panne. Il devait encore s'approcher et dire à Tony Beats exactement ce qu'il venait de faire à l'un des tout nouveaux, en attendant l'explosion. Tout le monde sur ce site a effectué les mêmes calculs à la seconde où le camion s'est installé sur le côté. Machine toute neuve à peine rodée, maintenant détruite par le gel. Et l'homme qui le possède a un tempérament qui est célèbre dans tout le Klondike, le genre de tempérament qui a sa propre réputation avant même que Tony n'ouvre la bouche. Ajoutez ces deux faits ensemble et la réponse s'écrit d'elle-même. Quelqu'un était sur le point de se faire crier dessus et il y avait une très réelle chance que quelqu'un soit sur le point d'être viré sur le champ. Graham le pensait aussi. Quand le moment est finalement venu de faire face à Tony, il a commencé par présenter des excuses, car c'est ce que fait un homme lorsqu'il se prépare à ce que le toit lui tombe sur la tête. Il était désolé, il savait que c'était un camion tout neuf, il se sentait malade à cause de tout cela. Il resta là et étala tout cela les yeux levés, attendant que ce qui allait lui revenir lui tombe dessus. Et honnêtement, cela aurait été logique. Le gel épais était une raison, bien sûr même une bonne. Mais les raisons ne survivent pas toujours à un homme dur qui se tient devant une machine accidentée pour laquelle il vient de payer beaucoup d'argent. Graham avait toutes les raisons du monde de s'attendre à la version bruyante de Tony Beats. Celui qui ne pardonne pas une erreur. Celui qui vire un gars sur le champ juste pour faire comprendre à tous les autres qui regardent. La scène entière était chargée d'une explosion. Camion accidenté, opérateur coupable, patron dur, avec une réputation qui entre dans la pièce avant lui. Chaque pièce était en place. Il ne restait donc plus qu'à savoir si Tony allait réellement exploser. Cela se ressentait dans la façon dont l'équipage se taisait. Personne ne plaisante lorsque le patron s'approche d'une machine renversée. Graham se tenait près de l'épave, le froid s'échappant de l'acier, la balustrade tordue bien en vue. Pas moyen de l'adoucir, pas moyen de le cacher. Il n'y avait plus rien à faire à part le dire franchement et prendre ce que Tony décidait de rendre. Le choix de Tony. Il n'a pas soufflé. Tony écarta ses excuses presque avant qu'il ait fini d'atterrir. « Cela n'a pas d'importance, dit-il à Graham. Ces choses arrivent, mon homme. » Il a même admis qu'il s'était attendu à être beaucoup plus excité à ce sujet qu'il ne l'était en réalité. Et puis, il a dit la seule chose qui a bouleversé tout ce moment. Il en avait lui-même retourné un des nouveaux. Le patron avait fait exactement la même chose pour laquelle Graham s'excusait.
Il est difficile de mettre le marteau sur un homme pour une erreur que vous avez commise de vos propres mains. Ensuite, Tony a exposé la règle selon laquelle il vit réellement, et elle est plus froide et plus intelligente que le calme ne le laisse paraître. Cela ne sert à rien de licencier des gens pour une chose pareille, a-t-il déclaré, car lorsque vous licenciez quelqu'un, 2 personnes perdent. Le patron perd un employé dont il avait besoin. Le gars perd son emploi. Personne ne s'en sort en tête. Le capot, l'aile, la rampe, tout cela sera remis en place la semaine prochaine. Personne n'a été blessé. Et cela a déclaré « Tony est toujours le plus important. L'acier est de l'acier. Un homme ne l'est pas. Mais ne confondez pas ce qui vient de se passer avec la fin de quoi que ce soit. Tony n'a pas laissé cette épave glisser parce qu'il est doux au toucher. Il l'a laissé passer parce qu'il fait confiance aux gens sur son terrain pour passer une dure journée. Apprenez-en et retournez au travail le lendemain matin. C'est la foi accordée à un homme qui vient de lui coûter un camion. Et cette même foi, cette même confiance à long terme est précisément ce que Tony avait déjà transmis à son propre fils sur la revendication la plus importante que possède la famille. Ce qui aiguise la seule question qui compte réellement pour la suite de cette saison. Tony venait de prouver qu'il accorderait ce genre de grâce à un homme engagé qui avait détruit un camion flambant neuf. Le pari bien plus important était à 60 km de là sur Paradise Hill, où Mike devait prouver que sa foi n'était pas mal placée. Graham a été pardonné à Against un après-midi. Mike a dû le gagner sur un long chemin et la seule devise qu'il pouvait payer était l'or. Un camion pour Mike. Tony n'était pas sur le point de laisser son fils échouer à cause de quelque chose d'aussi stupide que de manquer d'une machine. Mike était à terre avec un camion de roche et sur un site minier en activité. Un seul camion manquant peut étouffer toute une opération car les saletés ne se sortent pas de la tranchée. En fait, Tony en avait un de rechange qui ne faisait rien, alors il a appelé lui-même. Il déchirait ce camion sur la route et le conduisait jusqu'à la colline et récupérait son propre Kubota plus tard lorsqu'il arriverait. Pas de grand discours à ce sujet, il vient de le faire. En apparence, c'est une petite chose. Une machine passait tranquillement d'une réclamation à une autre. En dessous se trouve la même confiance qu'il venait de témoigner à Graham, mais cette fois-ci dirigée directement vers son propre enfant. Tony voulait voir Mike porter tout le poids de cette colline. Il ne voulait pas le voir se noyer dessous faute de camion. Il y a une différence entre tester un homme et le faire échouer, et Tony sait exactement où se situe cette ligne. Il a donc continué la saison car la saison avait été non-stop dès le premier jour. Allez. Et la seule façon de maintenir une année comme celle-ci en vie est de ne jamais la laisser s'arrêter. Un camion qui descendait la route en direction de Paradise Hill, l'or toujours sous le gel, et un fils qui n'avait officiellement plus d'excuses. Il ne restait plus qu'à descendre jusqu'au fond de cette tranchée et à découvrir si la colline allait le soutenir ou le laisser sécher. Le verdict. Puis est arrivé l'appel que chaque mineur attend toute une longue année. Ils étaient descendus jusqu'au substrat rocheux de Paradise Hill. Tony est venu le voir de ses propres yeux. Il y avait un peu d'argile incorporée dans la tranchée, ce qui n'est jamais ce qu'un mineur veut, mais il y avait des roches. Et les rochers au fond sont un bon signe, car l'or est lourd et l'or coule. Il descend à travers le gravier pendant des milliers et des milliers d'années, jusqu'à ce qu'il se dépose directement sur ce sol dur, et c'est précisément là que se cache l'argent réel. Tony regarda le matériel et commença à parler d'un gros morceau. L'optimisme était de retour dans sa voix et sur un chantier minier contagieux. Alors, ils ont fait ce que les mineurs du Klondike font depuis plus de 100 ans, ils ont saisi une poêle. Tony a plaisanté en disant qu'il avait à moitié oublié le fonctionnement de la chose qu'il avait pris un échantillon de terre et qu'il s'était dirigé vers l'eau pour lire le sol à l'ancienne. Une station de lavage coûte une fortune et peut déplacer une montagne en une journée, mais un simple pan d'or dit toujours à un homme la vérité honnête sur sa saleté en 2 minutes chrono. Et ce n'était pas n'importe quelle casserole dans n'importe quel ruisseau, c'était le verdict rendu contre Mike. La couleur apparaissait de l'or fin les petites choses, ce que Tony appelait aussi fine que des poils de grenouille posés juste là sur le dessus de la poêle. Or l'or fin en haut n'est pas aussi décevant que cela puisse paraître, car les flocons les plus légers se rassemblent toujours en premier à la surface d'un échantillon. Le fait était que le sol portait que l'or était là, et que les pièces les plus lourdes étaient déposées en dessous à leur place. Tony a dit à Mike de ne pas le perdre, le rouge faisait l'unanimité dans l'équipage. Paradise Hill payait, et Mike savait exactement ce que cette casserole signifiait pour lui.
Ce n'était pas seulement de l'or dans une poêle, c'était la réponse à la question qui pesait sur lui tout au long de sa saison, celle qu'il ne pouvait pas ébranler chaque matin en montant dans le taxi. Il l'a dit lui-même plat et mérité, sans s'en vanter lui, et l'écluse faisait du bon travail, tout allait bien. Ils étaient selon ses propres mots en affaires. L'enfant avait reçu le terrain le plus important de son père, et on lui avait dit catégoriquement de prouver qu'il le méritait, et la saleté elle-même venait de parler en sa faveur. Donc Mike était là pour faire payer la colline, et il le faisait payer pour son père. La seule chose qu'il restait à comprendre était à quel point c'était une bonne affaire pour l'homme assis au sommet de l'ensemble. Gagner de l'argent avec les enfants, parce que Mike n'est pas le seul des enfants de Tony à mettre tranquillement de l'or dans la poche de son père cette année. Il existe un autre arrangement sur le terrain de Beat, et cela fonctionne comme un rêve absolu pour l'homme à qui appartient la terre. Kevin loue un terrain à Tony et paie une redevance de 10% sur chaque once qu'il en retire. Kevin fait le travail. Kevin assume tous les risques. Kevin parcourt la saleté, mange le diesel et avale le prix quand une semaine se passe mal, et Tony récupère sa part dès le départ. Aucune pelle requise, aucune machine à retourner, aucun camion à détruire. Kevin a connu un bon départ précoce avec de l'or sorti de terre presque immédiatement, et un or à la hauteur de son courage, 2000 onces. Il en avait déjà une bonne partie en banque depuis le début de la saison, suffisamment pour que cela vaille la peine de le jeter sur la balance pour voir où il en était. Ils ont donc pondéré l'or d'une semaine de paie stocké à Scribner Creek, et le nombre a grimpé au fur et à mesure. 15, 20, 30, 40, 50, et cela s'est réglé à 57,04. 57 onces et changements en une seule semaine de course, et 10% de tout cela est tombé directement dans la poche de Tony sans qu'il touche une machine. C'est à ce moment-là que toute la saison se concentre. Tony a regardé l'or s'accumuler sur la balance, a fait le calcul des redevances dans sa tête. Sans transpirer, a qualifié cela de jolie petite récolte, quelques dollars en termes de redevances. Puis, il a dit la seule ligne qui relie chaque fil de cette année ensemble. Il n'y a rien de tel que de gagner de l'argent avec ses enfants. Il ne plaisantait pas vraiment non plus. Regardez attentivement ce que cet homme a construit. Mike se casse le dos à Paradise Hill, touche son salaire, tout cela pour prouver qu'il mérite un terrain sur lequel son nom n'est toujours pas inscrit. Kevin loue la terre de son propre père et lui donne 10 cents pour chaque dollar qu'il creuse. Indian River pompe l'argent rapidement, et Tony Beats est au centre de tout cela, prenant sa part de toutes les directions, à la fois tandis que les gens qui le génèrent portent le vrai poids et l'appellent papa. Il est resté calme lorsque le camion tout neuf est tombé parce que le camion n'était jamais la question. La saison est le point. L'or est le point. Et cette saison, l'or afflue directement vers un homme qui a fait de ses propres fils le moteur de sa fortune, et il est assez honnête pour rester là et en sourire. Voici donc la question qui mérite d'être débattue dans les commentaires. Si cela avait été votre tout nouveau camion détruit par le gel avec un conducteur coupable debout juste devant vous, auriez-vous pu rester aussi cool que Tony Beats? Déposez votre réponse honnête ci-dessous et cliquez sur abonnez-vous, car le prochain nettoyage, la prochaine panne et la prochaine fois que cette famille poussera une saison jusqu'au bout arrive déjà, et vous voudrez être là quand ce sera le cas.